Donc Robert Malon, je suis guide à la compagnie depuis 1972. Je suis guide, aspirant guide, j'ai passé l'ASPI en 65 et le guide en 68. Après des débuts à l'UNCM, ayant travaillé à l'UNCM des Contamines et du Tour, et de Chamonix d'ailleurs, et qui a été une très bonne expérience pour la vie en collectivité et en même temps pour pouvoir emmener on disait des stagiaires à l'époque, donc des clients, avec un quota de clients beaucoup plus important que ce qu'on fait habituellement en compagnie. Mais ça, c'est une autre histoire. Et finalement, cette entrée à la compagnie, je l'ai vécue comme un très grand honneur. J'avais déjà des liens un petit peu particuliers avec les guides de Saint-Gervais parce que j'ai été porteur au refuge du Goûter de Tête-Rousse en 1963 et en 1964 pendant la saison, puisqu'on faisait surtout les saisons d'été, essentiellement. Et le porteur, c'était le botch, le bon à tout faire, c'est-à-dire on portait la nourriture, on portait plus que la nourriture, on portait des boissons, on portait un peu de tout. Et j'ai commencé là parce que ça me plaisait, et puis j'ai appris ou du moins les guides de Saint-Gervais m'ont finalement reçu avec pas mal de sympathie, je dirais. Au départ, certainement avec... il y a un temps d'adaptation, un temps on dira, d'évaluation, comme lorsqu'on rentre dans un milieu que l'on dit fermé. La montagne, ce n'est pas un milieu fermé, à mon avis. Ça, c'est autre chose. C'est un milieu particulier, donc effectivement, il faut y rentrer. Mais je crois que les guides, j'ai d'excellents souvenirs avec des guides de la compagnie, de l'État, à cette époque-là, qui... oui, le temps passe et maintenant ils ne sont plus là. Mais qui m'ont dit, il faut que tu passes tes diplômes et puis tu viendras chez nous. Et ça, j'ai considéré ça comme quelque chose de vraiment... comme un hommage finalement. Ce qui fait que lorsque j'ai passé les diplômes en 65, puis après en 68, sans trop d'ailleurs, avec beaucoup de naïveté, je dirais, parce que je n'étais pas spécialement, disons, d'un niveau qui aurait pu me propulser, je dirais, sur les sommets. Enfin, ça s'est trouvé comme ça. Et finalement, quand j'ai postulé pour faire partie de la compagnie, à l'époque, il y avait un seul bureau à Saint-Gervais. C'était quand même assez difficile d'en faire partie, parce que oui, les collègues, les guides qui m'ont accepté, ils n'acceptaient pas forcément tout le monde. Et j'ai considéré ça vraiment, de porter cette médaille, ça a été quelque chose d'extrêmement, je crois, important. Et je me suis dit, t'as intérêt enfin, t'as pas intérêt, mais c'était normal, mais d'accompagner les gens du mieux qu'on puisse le faire. Je crois que ça, c'est vraiment ce que les anciens m'ont appris. C'était d'être auprès des clients, pas forcément toujours d'une manière très agréable. Ils avaient une pédagogie, comme on dirait maintenant, qui était quelquefois un peu, non pas rude, mais c'était une pédagogie, je dirais, de la vérité. C'est-à-dire que si ça n'allait pas et si le client ne possédait pas la valeur technique, on le lui disait sans détour. Et ça n'empêchait pas de solides amitiés de se créer. Je me souviens très bien, dans ce registre-là, d'une histoire avec des clients qui sont devenus des amis parce que je les ai gardés en montagne, je dirais au moins 40 ans. Et une fois, j'étais donc, je dirais, avec cette famille, enfin, j'avais 2 personnes pour aller à la face Nord-Bionnassé. Et à un moment, la dame, pour monter, c'était peut-être un peu dur et elle commençait probablement à fatiguer. Moi, j'étais
encore assez jeune. Et puis je dis, mais enfin, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu comprends, c'est que je suis fatigué, et alors, oh oui, moi j'aimerais bien m'arrêter. Je lui dis, écoute, c'est très simple, si tu sais plus cramponner, on redescend, il n'y a aucun problème. Mais c'est ou ça, ou tu te mets debout sur les crampons, et ça marche. Donc, à toi de choisir. Ça a été terminé, nous avons fait la face nord de Guenacé, il n'y a eu aucun problème. Et je veux dire, c'était une... Non pas qu'on ne prenait pas d'égards, on avait beaucoup d'égards. Je pense que des gens comme Gaby Simon, qui m'ont appris à être probablement, je dirais, la manière de se comporter avec les gens, mais j'ai des souvenirs là de Gaby Simon, justement, dans le même registre, qui était capable on dira, de passer, on dirait, en patois inawannais, hein, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, de faire une petite réflexion pas vraiment agréable à ses clients, eh bien, arriver au sommet, tout simplement, on débouche la bouteille et puis disant, ben, bois d'abord et puis t'as au moins à manger, t'as rien, malheureusement que j'ai tout prévu, moi. Hein. Et donc, c'est quelque chose comme ça. On a été formé de cette manière-là, par ces anciens. Parce que quand on sortait de l'ENSA, je me dis que c'est à peu près, j'ai l'impression que c'est à peu près le même système, disons, les mêmes conséquences en ce moment. Alors, quand on sortait de l'ENSA, on avait un permis de guider. Mais on n'était pas guide pour autant. Hein? Et on apprenait à guider au contact de certains qui étaient plus techniques, probablement. C'est même pas probable, c'est sûr. Moi, j'avais des copains qui étaient nettement plus forts que moi et qui pouvaient faire des courses extraordinaires. Je trouvais ça vraiment bien. Ça donnait de l'émulation, d'ailleurs, puisqu'on faisait en même temps des courses en amateur, parce qu'on garde toujours la passion. Mais en même temps, c'était, je veux dire, les anciens, ils passaient pas forcément du 6 ou du 6 sup, puisqu'à l'époque, les degrés établis par Welsenbach s'arrêtaient au 6 sup. Et ils nous apprenaient d'autres techniques, d'autres manières de faire. Ils nous apprenaient ce qu'on j'appellerais la culture montagne. Et cette culture montagne, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas issu, disons, du milieu alpin. Je suis issu d'un milieu où, dans les montagnes des Cévennes, on sait ce que c'est que de monter et de descendre, on sait ce que c'est de courir après les chèvres ou après les châtaignes, de travailler beaucoup. Ça, c'est pas un problème. D'être dans la nature, oui, mais une culture montagne, ça s'acquiert, et je crois que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour préserver le problème du risque. Pourquoi? Parce que le métier de guide, si on peut dire, appeler ça un métier, c'est un métier qui est risqué, c'est sûr. Le risque est évidemment tout le temps là, puisque la montagne, c'est aller faire une course, aller faire un sommet, ben, il faut marcher, il faut grimper, il faut cramponner. Il y a des dangers objectifs, il y a des dangers subjectifs. Enfin, tout ça, c'est de la théorie. Mais les anciens nous apprenaient sur le terrain, eh bien, aujourd'hui, tu n'iras pas là. Pourquoi? Ben, tu vois, aujourd'hui, le vent, il souffle là, tu vois, il souffle du nord, ben, ça va te poser la neige de l'autre côté, c'est même pas la peine d'y aller. Alors, c'est par des éléments, je dirais, de ce style-là, qu'on apprend une culture, qu'on apprend également à refuser des courses, à dire non. Ça, c'est très difficile parce que l'évolution du métier a été extrêmement, je dirais, rapide depuis bien une trentaine d'années. Avant ces 30 ans, je dirais même moi quand j'ai commencé, c'est-à-dire dans les années des années 65 et même je dirais les années 63, parce que j'avais 64, même en tant que porteur, j'avais fait le Mont Blanc. Bon, comment le Mont Blanc, c'est rien du tout, évidemment. Mais je veux dire, c'était
c'était une autre manière de faire le métier de guide parce qu'on le faisait d'une manière saisonnière. Et on le faisait d'une manière saisonnière, c'est-à-dire c'était un complément, souvent, un complément pour certains qui étaient des agriculteurs, pour d'autres qui avaient trouvé des métiers dans la vallée qui leur permettaient de manger toute l'année. Si on pouvait mettre un peu du beurre dans les épinards, c'était tant mieux. Et donc c'était une autre manière de faire, ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément une pression de gagne-pain comme on peut avoir maintenant pour quelqu'un qui veut faire de ce métier son métier permanent, évidemment. Parce que c'était justement quelque chose qui permettait de se dire, au lieu de manger de la tome, on va acheter un peu de Beaufort, quoi. Voilà, si vous voulez, je m'exprime de cette manière-là. Hein. Mais en même temps, on ne se mettait pas la pression, et on se mettait d'autant moins la pression que les anciens, ils nous regardaient. Je me souviens très bien de Michel Mollard, qu'on appelle Lockmat, parce qu'il avait une sacrée patte, et il paraît que le docteur Lockmat, à Saint-Nicolas, ça a été un sacré guide, et qui a marché. Hein. Et donc, Michel Mollard, pour ne reprendre que lui, Lockmat, eh bien, personne, quand on partait du refuge des conscrits pour faire la traversée des Dômes de Miage, ne se serait avisé de le doubler. Même s'il allait doucement, parce que son client allait doucement, et que nous avions des clients, quand je dis nous, les autres guides, qui suivions Michel, on ne se permettait jamais de le doubler, parce qu'on savait très bien qu'on allait s'en prendre une, hein, c'est-à-dire une réflexion. Et puis, sur le chemin à déterminer, c'était de toute façon réglé comme du papier à musique, c'était rigoureux, sans appel, il fallait toujours passer sous la Nord. Hein. Oui, je te dis, il faut passer sous la Nord. Bon, pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les passages du glacier, que c'était là où il y avait peut-être le moins de crevasses, évidemment. Et des gens de cette trempe-là m'ont énormément appris. Mais pas seulement des guides de Saint-Gervais, je dirais également des guides de Chamonix, que je voyais plus spécialement parce que j'étais au goûter, qu'à l'époque, quand on faisait le Mont Blanc, quand j'étais au goûter, quand j'étais porteur, c'est surtout là où j'ai appris, où j'ai été au contact vraiment avec les guides. Et à cette époque-là, en 63 et 64, le Mont Blanc se faisait essentiellement par le refuge du goûter et de Tête-Rousse. Et tous les guides passaient là.